8h36, notre invité ce matin, Valérie Pécresse. Bonjour. Bonjour. Présidente de la région Île-de-France, vous faites votre rentrée 2018 ce matin sur RMC BFM TV. Valérie Pécresse, France Gall. Vous avez une chanson comme ça qui vous vient à l'esprit, que vous aimez? Résiste. Résiste. Résiste, et je crois qu'il y a aussi Donner tout donner, que vous aimez beaucoup. Donner tout donner, oui. C'est la seule façon d'aimer. C'est la seule façon d'aimer. Bon, vous aimiez? Ah bah oui, j'aimais Oui. France Gall, mais qui n'aimait pas France Gall? C'est vrai qu'elle nous a bercé. Puis elle a su se renouveler. C'est ça qui est extraordinaire. On l'a toujours que... associé à des hommes, alors que c'était une femme très engagée, une femme qui avait beaucoup de caractère. Très libre. Très libre, très libre. Est-ce que vous savez, tiens, je vais vous raconter un petit... J'ai appris ça ce matin, comme d'habitude. Vous connaissez la chanson Comme d'habitude de Claude François. Il l'a dédiée à France Gall quand elle l'a quittée. Il l'a écrite en pensant à France Gall. Alors je savais qu'ils avaient eu une relation amoureuse qui s'était mal terminée, qu'elle l'avait quittée, mais... Chanson qui a fait le tour du monde. Bon, les chiffres sont tombés ce matin. Nous changeons évidemment totalement de sujet. Les chiffres sont tombés ce matin. Les demandes d'asile sont en hausse de 17% pour 2017 en France. 17%. Quelle réaction ? Sur cette question de l'immigration, je pense qu'il est temps effectivement de tirer des signaux d'alarme très clairs et de remettre vraiment, de mettre fin à la confusion qui existe aujourd'hui entre les demandeurs d'asile et les immigrés clandestins. Vous voyez que les chiffres des demandeurs... Entre les migrants et les réfugiés, si je comprends bien. Entre les migrants économiques, que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens d'accueillir dignement et à qui nous n'avons pas les moyens de donner un emploi et un toit, et les demandeurs d'asile que nous devons accueillir s'ils sont des vrais demandeurs d'asile, c'est-à-dire s'ils sont vraiment menacés dans leur pays, parce que ça, c'est l'honneur de la France. Il faut absolument mettre fin à cette confusion. Je sais que pour les associations, ça représente un défi qui est humainement très difficile. Ça suppose effectivement d'aller vérifier la situation administrative de personnes qui sont des êtres humains. Est-ce que vous comprenez que des agents de la préfecture ou des agents de l'OFPRA aillent dans les centres d'accueil pour vérifier qui est qui? Mais non seulement je le comprends, mais je le souhaite, parce que la loi, c'est la loi, Monsieur Bourdin, et qu'à force d'être laxiste, eh bien, on entraîne des milliers de personnes sur la route de l'exode, on les entraîne à venir ici dans des conditions radicalement indignes. Nous avons aujourd'hui, dans ma région, dans ma seule région, nous avons plus de 100 bidonvilles qui ont réouvert. Donc des logements insalubres. Et on n'arrivera pas à faire face si on ne dit pas stop et si on ne met pas, aujourd'hui, si on n'enclenche pas la marche ça veut arrière. Dire quoi? Vous soutenez la politique conduite par le ministre de l'Intérieur? Je vais voir, je jugerai le gouvernement à ses actes. Parce que vous savez, des discours sur l'immigration, on les a beaucoup entendus. Moi, ce que je souhaite... En préparation. Oui, mais comme je souhaite juger sur les actes, ce que je souhaiterais, c'est que le gouvernement fasse la transparence. C'est-à-dire que tous les mois, il publie le nombre de personnes en situation irrégulière qui seront reconduites dans leur pays. C'est absolument indispensable pour que nous voyions concrètement si les mots du gouvernement se traduisent en actes. Et c'est ça que les Français attendent. Tant de personnes en situation irrégulière reconduites dans leur pays. Voilà, et ça permettra aussi de juger quels sont les pays qui jouent le jeu et ceux qui ne le jouent pas, parce que ce serait pas admissible que la France, qui mène une politique d'aide au développement et qui doit être puissamment renforcée, notamment en direction de l'Afrique. Moi, je souhaite que la France porte l'idée d'un plan Marshall pour l'Afrique, parce qu'on n'arrivera pas à stopper les flux migratoires si on ne développe pas ce continent qui est à nos portes, et c'est une responsabilité qui est la nôtre, qui a toujours été la nôtre, et dont on s'est un tout petit peu trop défaussé par le passé. C'est ce que dit pour l'instant le gouvernement. Nous verrons quel sera le texte du projet de loi. Accélérer les reconduites à la frontière et accélérer les examens de demande d'asile. Bien évidemment, et allonger aussi les durées de rétention. L'allongement de la durée de rétention, elle est liée uniquement au fait qu'on n'arrive pas à raccompagner suffisamment vite les personnes chez elles. Donc ça, c'est malheureusement la conséquence du fait que les pays sont réticents à ce que les migrants clandestins soient renvoyés chez eux. Donc il faut qu'on lève ces réticences. Mais je voudrais aussi tirer un autre signal d'alarme. Allez-y. Parce que vous voyez bien que si le chiffre des demandeurs d'asile augmente autant, c'est qu'il y a des faux demandeurs d'asile dedans. Oui. Et bien, il y a un autre chiffre qui augmente de manière dramatique, c'est celui des mineurs isolés qui sont accueillis en France. Les mineurs isolés, c'est un statut spécifique, puisque quand vous êtes mineur isolé sans papier, vous ne pouvez pas être reconduit chez vous. On n'a pas le droit de vous reconduire chez vous. Et vous êtes présumé mineur. Quand vous arrivez et que vous dites « je suis mineur », vous êtes présumé avoir moins de 18 ans. Eh bien, les chiffres sont dramatique. L'Association des départements de France et Dominique Bussereau, qui la préside, m'ont dit qu'aujourd'hui, on était presque à un doublement en 2 ans
du nombre de personnes qui se déclarent mineurs isolés pour bénéficier de ce statut. On en est à plus d'1 milliard d'euros de dépenses pour les départements. Et ça ne cesse d'augmenter à une vitesse très forte. Et la moitié, plus de la moitié de ces jeunes ne sont pas des vrais mineurs. Donc le sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut que sur ce sujet-là, on y travaille, parce qu'on dit mineurs isolés, mais en fait, ils ne sont pas du tout isolés. C'est leur famille qui se saigne aux 4 veines pour les envoyer en France avec des passeurs, des exploiteurs, et on incite des familles à mettre des jeunes, souvent mineurs ou pas mineurs, dans les mains de ces personnes qui exploitent la misère humaine. Bien, on va les retrouver sur le trottoir, on va les retrouver dans des ateliers clandestins. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut arrêter avec ce statut des mineurs isolés et renégocier éventuellement leur retour dans leur pays. Problème de sécurité pour eux et pour la collectivité au sens large, hein, évidemment. Exactement. Sécurité de ces mineurs, mais aussi coût pour la société française. On ne peut pas les intégrer. Bien, la sécurité, je sais que vous êtes très préoccupé, mais préoccupé par quoi, précisément? Aujourd'hui, la montée des violences est importante, mais c'est pas... Pourquoi est-elle aussi importante? C'est parce qu'il y a un sentiment d'impunité de ceux qui commettent les actes. Mais la montée des violences, par qui? Qui sont les auteurs? Lorsque vous parlez de montée de la violence, de poussée de l'insécurité, je pense à toutes... Vous pensez à quoi? Vous pensez à cette immigration clandestine? Je pense à toutes ces bandes, bandes de caïds qui, dans un certain nombre de quartiers, décident de faire la loi. Et ces bandes de caïds, ils décident de faire la loi, et ensuite, c'est relayé aussi par des messages de haine et de violence sur les réseaux sociaux. Moi, je crois aujourd'hui à l'exemplarité des sanctions. Je crois que si on laisse aujourd'hui se développer ce sentiment d'impunité, du fait qu'on peut être sanctionné, mais qu'à la fin de la fin, on n'ira jamais en prison. Mais alors comment fait-on? Que faut-il faire pour renforcer les sanctions? Vous avez aujourd'hui 100 000 peines de prison prononcées qui ne sont pas exécutées, Monsieur Bourdin. 100 000 peines de prison pas exécutées. Alors j'entends les Républicains dire on voudrait des peines planchées, c'est-à-dire on voudrait durcir les peines. Vous êtes favorable ou pas? Oui, j'y suis favorable, mais à quoi ça sert de durcir les peines si on ne les fait pas à la fin? Donc le vrai sujet, c'est l'exécution des peines. C'est donc la question des prisons, c'est la question du surpeuplement et de l'indignité des prisons françaises. Et je le dis, on ne peut pas remettre au lendemain l'ouverture de nouvelles places. Alors le problème, c'est qu'on va pas... Il est prévu, je crois, 15 000 places. Bien sûr. Dans combien de temps, Monsieur Bourdin? On met 10 ans pour construire une prison. Eh bien, c'est justement à ça qu'il faut s'attaquer. Moi, je suis persuadée que dès 2018, et s'il y avait une vraie volonté politique de le faire, on pourrait ouvrir des centres de rétention. Des centres de rétention avec l'aide d'un bracelet électronique, en liberté surveillée, où on pourrait faire... j'allais dire une mesure alternative aux prisons pour les jeunes qui sont condamnés, qui soient retenus loin de chez eux, dans un endroit clos. Et je vais vous dire, la région Île-de-France est prête à aider l'État à subventionner l'investissement dans ces centres de rétention d'urgence qu'il faut mettre en 2018 en place. Vous êtes prête à participer au financement? Participer au financement de centres de rétention pour permettre l'exécution des peines de prison, parce que ça sert à rien. Vous avez un voisin, un voyou qui est tout près de chez vous dans votre quartier, qui est condamné à une peine de prison ferme, de plus d'1 an. Eh bien, il va pas en prison. Qu'est-ce qu'on fait? Valérie Pécresse, les djihadistes françaises arrêtées par les Kurdes de Syrie, Émilie Koning et d'autres, doivent-elles être rapatriées et jugées en France? Vous savez, Monsieur Bourdin, moi je défends l'égalité des sexes, l'égalité femmes-hommes. Et donc moi j'aurais aucune naïveté. Il peut y avoir des combattantes, il peut y avoir des combattantes sanguinaires qui soient des femmes, aussi bien que des hommes. Bien sûr. Et pour ces combattants, pour moi, la chose est claire. Le principe, c'est le non-retour. Ils doivent être jugés sur place, avec évidemment... Quand on le peut. Avec évidemment... Au Kurdistan syrien, c'est impossible aujourd'hui. Avec évidemment des conditions de procès équitables. Il y a des États dans ces régions, il y a des justices, il y a des tribunaux. Il faut vérifier sous le contrôle international que ces procès seront des procès équitables. Mais le principe, ça doit être le non-retour. Vous savez, moi j'étais pour la déchéance de nationalité, pour non seulement... pour tous les Français qui avaient porté les armes contre leur pays. Et ça, sans condition de naissance ou de double nationalité. Difficile. Ça crée des apatrides. Mais vous savez, Monsieur Bourdin, quand on a porté les armes contre son pays, c'est qu'on a la haine de son pays. Alors est-ce qu'on peut avoir la nationalité d'un pays qu'on haït? Qu'on hait, je ne sais pas. Nicole Belloubet, vendredi matin, à votre place, nous disait: nous n'irons pas les chercher là où elles se trouvent. Oui, mais ça, c'est une façon de dire que le principe, c'est le non-retour. Mais la vérité, c'est qu'il faut être beaucoup plus ferme. On ne les juge pas en France. Je crois qu'aujourd'hui, elles doivent d'abord être jugées là où elles ont commis leurs crimes. Valérie Pécresse, où est l'opposition à Emmanuel Macron aujourd'hui?
Je ne la vois pas. Où est-elle? Qui la représente? Qui Je vous pose cette question parce que on a l'impression dans l'opinion publique que Emmanuel Macron est seul, qu'il dirige, qu'il gouverne sans beaucoup d'opposition. D'abord, vous savez, quand on se relève d'une défaite, il y a quand même un temps de décence. C'est-à-dire que c'est quand même toujours très difficile de recommencer à attaquer bille en tête quelqu'un qui vient de gagner une élection, qui est en train de mettre en place une politique, alors que soi-même, on n'a pas été capable de convaincre. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a une période de décence à respecter. Néanmoins, je suis désolée de vous dire que j'ai le sentiment, y compris à la place qui est la mienne, d'incarner une opposition juste. Vous une êtes opposition donc dans l'opposition? Oui, une opposition juste. Mais une opposition juste, c'est quoi? C'est une opposition qui ne va pas critiquer Emmanuel Macron quand il fait ce qu'on a toujours dit qu'on ferait. Comme assouplir le droit du travail, mettre fin aux emplois aidés. J'aurais aimé que ça se fasse de façon plus humaine. Mais en tout cas, la direction est la bonne. On ne peut pas laisser des Français en situation ultra précaire. Oui. Donc je ne vais pas dire que ça, c'est des mauvaises mesures. En revanche, je me permets de souligner toutes les failles d'Emmanuel Macron, notamment sur cette politique de sécurité qui me paraît très en deçà de ce qu'il faut faire. Sur la politique migratoire, je crois qu'il est temps de montrer beaucoup plus de fermeté. Et sur le communautarisme, là aussi, il y a des choses à dire parce que je crois qu'il faut absolument vous allez mettre en place, pour lutter contre la déradicalisation, en Ile-de-France, une charte de la laïcité contraignante. Je l'ai fait. J'ai mis en place une charte de la laïcité contraignante qui a été critiquée par monsieur Bianco, que mon opposition a voulu déférer aux tribunaux, mais qui aujourd'hui s'applique. Ça veut dire qu'une association qui veut une subvention de la région doit signer cette charte. Ça veut dire concrètement, par exemple, que dans un club sportif, on ne peut pas fermer des sections pour les filles au motif que les filles n'auraient pas à faire du sport, qu'on ne peut pas installer de salles de prière dans les arrière-salles, etc. Donc on est très vigilant parce qu'on a vu, malheureusement, de l'entrisme de personnes radicalisées, notamment dans les associations sportives. C'est pour ça qu'on a mis en place un système de lanceurs d'alerte qui fonctionne très bien et qui a été jugé exemplaire par le gouvernement, où tous les cadres du mouvement sportif ont joué le jeu pour que justement on signale les débuts de comportements prosélytes de certains, soit des animateurs, soit des membres des clubs sportifs. Vous sentez-vous plus proche de la politique conduite par Emmanuel Macron ou de celle défendue par votre nouveau président Laurent Wauquiez? Mais de toute façon, on a tout à reconstruire à droite. Non, mais je vous pose la question. On a à reconstruire. Pour l'instant, on n'a pas... Sincèrement, honnêtement, plus proche de la politique d'Emmanuel Macron ou de la politique défendue par Laurent Wauquiez? Mais sincèrement, Monsieur Bourdin, je suis au Républicain. Je suis resté dans ma famille politique. Donc je me sens plus proche de ma famille politique. Maintenant, le sujet, c'est qu'on n'a pas de ligne. On n'a pas aujourd'hui défini la ligne que doit être celle des Républicains. Mais non, je suis désolée. La ligne de Laurent Wauquiez, la France doit retrouver ses valeurs, le sens du travail, de l'effort, du mérite, du respect, de la laïcité, voilà. Bon, ça, on est tous pour. Mais non, on est tous pour. Maintenant, après, la question, elle est dans ce qu'on va proposer. Et moi, j'ai créé un mouvement d'idées qui s'appelle Libre, vous le savez, pour avoir une parole libre et pour pouvoir peser sur la ligne politique de ma famille. Et donc, on va le faire. Ce qu'on va faire sur les propositions qu'on va faire sur les mineurs isolés, vous êtes sans papier. L'opposition à l'intérieur des Républicains à Laurent Wauquiez? Non, je suis la pensée libre pour reconstruire. La pensée libre parce que je ne veux pas lier ma parole. Je ne veux plus. Vous savez, ça fait 15 ans que je fais de la politique. Je dirige une grande région. Votre président, ceux qui conduisent une politique d'opposition au sein des Républicains font une erreur. Je fais pas du tout le choix de l'opposition. Je fais le choix de l'unité. Je reste dans ma famille politique. Ça vous a pas échappé. Donc je fais le choix de l'unité, mais de la diversité. Parce que si la droite se recroqueville autour d'une seule idéologie qui serait ultra conservatrice, eh bien, elle se rétrécira. Moi, je crois qu'il faut l'ouvrir, je crois qu'il faut être fidèle au pacte fondateur de la droite française, qui est d'avoir plein de sensibilités. Moi, je veux une droite vraiment sociale. Et être vraiment sociale, ça veut dire redonner de l'espoir à ceux, non seulement aux classes moyennes, mais aussi à ceux qui pensent qu'ils n'ont plus de raison de se lever le matin. Parler aux plus fragiles. Vous pensez tous à 2022, évidemment, vous aussi, Valérie Pécresse, non? Écoutez, c'est indécent. Est-ce qu'un jour vous pensez... indécent de parler d'ambition personnelle. Mais enfin, Monsieur Bourdin, regardez l'état de la droite. Bon. Soyez lucide. Soyez lucide. On ne peut pas aujourd'hui... Et moi, je le suis. Moi, je le suis pour deux. Voilà, je le suis pour deux. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes favorable à des primaires pour 2022? Les primaires, elles sont inéluctables si on veut qu'il y ait... Les primaires, elles sont inéluctables si on veut qu'il y ait qu'un seul candidat de la droite et du centre.
face à Emmanuel Macron. Oui. Sinon, compte tenu de l'émiettement de la droite et du centre aujourd'hui entre différentes chapelles, différents partis, il n'y aura pas un seul candidat. S'il n'y a pas un seul candidat, vous avez compris qu'avec le Front National d'un côté, la France Insoumise de l'autre, En Marche et les socialistes, ça veut dire qu'on ne sera pas qualifié au deuxième tour. Voilà. Vous allez perdre l'argent de l'apprentissage vous, les régions? C'est pas une question d'argent, monsieur Bourdin. Non. Non. Alors, l'apprentissage, il faut savoir que c'est une voie très forte d'insertion. Donc, depuis que je suis arrivée, l'apprentissage chutait depuis 5 ans. François Hollande avait complètement mis en l'air toute la politique d'apprentissage. Et nous l'avons redressé. D'ailleurs, je vous annonce en scoop, puisque nous allons voir les chiffres, que nous avons cette année 5000 apprentis de plus en Ile-de-France. On bat tous les records historiques. Et pour la première fois, l'apprentissage pour les moins qualifiés augmente. Donc on est très fiers de ça. Simplement, aujourd'hui, le gouvernement souhaite confier aux branches professionnelles, c'est-à-dire au MEDEF, une partie de l'apprentissage. Moi, je suis inquiète. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'apprentissage, mais il y a aussi les lycées professionnels. Et les deux vont ensemble, vont de pair. C'est des jeunes qu'on va former à des métiers pour demain. Et si c'est pas la même personne qui s'occupe à la fois de l'apprentissage et des lycées professionnels, si on reconstruit un mur de Berlin entre l'éducation nationale et les apprentis, on va arriver à la catastrophe, c'est-à-dire qu'on aura des élèves de lycées professionnels qui risquent de se retrouver laissés pour compte et que les entreprises n'embaucheront plus. Sur les sujets de société, j'ai l'impression que les partis politiques sont en retard. La PMA, par exemple, vous avez vu les derniers sondages, les Français y sont favorables. Seriez-vous prête aujourd'hui à défendre la PMA pour les couples de femmes homosexuelles? Franchement. C'est pas que pour les couples homosexuels. Non, pas que. C'est pour toutes les femmes, la PMA. Non, mais le projet du gouvernement. Vous êtes prête à voter ou à défendre ce projet? Je vais vous dire, ça pose des problèmes éthiques. Les femmes ont toujours pu, de toute éternité, faire des enfants toutes seules. C'est biologique. Oui. Maintenant, le sujet, c'est est-ce qu'on va permettre et autoriser la procréation médicalement assistée à tous les âges de la vie pour des femmes. C'est-à-dire, est-ce qu'on va permettre la naissance d'enfants sans père? Moi, je pense qu'il y a des problèmes éthiques qui sont soulevés par cette question de la PMA pour tous. Mais vous avez évolué sur la question? Je pense qu'il faut qu'on y travaille et je pense qu'il faut qu'on lève ces sujets éthiques. Et notamment la question de savoir comment ces familles monoparentales vont réussir à élever leurs enfants et comment est-ce qu'on organise tout ça. Donc moi, je pense qu'il y a des questions éthiques qui ne sont pas des questions négligeables à lever. Et qu'il ne faut certainement pas refaire une mesure très brutale qui prendrait tout le monde à rebours et qui crisperait la société. Alors j'ai 2-3 dernières questions sur le transport. Parce qu'évidemment, urgence. Évidemment. Madame Pécresse, voilà. Madame Pécresse, écoutez, c'est le collectif RER-E qui vous interpelle. Des explications sur les conditions de transport inacceptables des usagers du RER en Ile-de-France. Alors, il faut que tout le monde comprenne bien comment ça marche. La région s'occupe du matériel roulant. Et nous avons mis 24 milliards d'euros dans la modernisation du matériel roulant. Déjà 200 nouvelles rames qui sont arrivées pour que les passagers soient mieux transportés. La SNCF et la RATP ont comme responsabilité l'entretien du réseau. Et le problème, c'est cet entretien du réseau. Depuis 30 ans, mais de gauche comme de droite, les gouvernements ont privilégié le TGV au transport du quotidien. Donc il est temps de sonner l'urgence ferroviaire. L'urgence ferroviaire, ça veut dire que la SNCF ne peut pas nous dire qu'elle met le paquet aujourd'hui. C'est l'État qui doit sonner l'urgence. L'État. Parce que vous ne pouvez rien faire. Moi, ça fait 2 ans que je m'égosille et j'ai l'impression de crier. Si n'est remboursé. J'ai vu que vous alliez rembourser les usagers du RER A et du RER B. Mais oui, en partie remboursés. Mais oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vu la situation. La situation s'est dégradée, effectivement, sur beaucoup de lignes. Et donc, j'essaye de faire ce que je peux. Et notamment, Île-de-France Mobilité a décidé d'indemniser. Et ça commence là maintenant. 10 € les usagers du RER A, 20 € les usagers du RER B pour des incidents majeurs qui sont survenus sur la ligne. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut indemniser tous les voyageurs qui ont des problèmes. Sur la ligne P, qui est la ligne la plus sinistrée, vous savez, la ligne qui va jusqu'au fin fond de la Seine-et-Marne, c'est la dernière ligne non électrifiée. Je suis allée en Alsace chercher des trains supplémentaires qui arrivent vendredi en test sur la ligne P pour régler le problème de la ligne P. On se décarcasse, on se démène, on fait tout ce qu'on peut pour améliorer la situation, mais tant que le réseau ne sera pas régénéré, il y aura toujours des pannes. Et donc, le sujet, c'est l'État actionnaire qui doit vraiment siffler l'urgence ferroviaire. Et c'est ce que je demande à Elisabeth Borne, qui reçoit Guillaume Pépi aujourd'hui et Patrick Jeantet. Merci. Merci Valérie Pécresse. Il est 8h56, RMC et BFM TV.